à tous, bienvenue dans Ciné Série et compagnie qui voyage au-delà des écrans en quête d'évasion, d'émotion, de réflexion et d'un petit peu de folie, voire de beaucoup, grâce à l'acteur le plus dingue d'Hollywood, le Britannique Sacha Baron Cohen. Après Borat ou encore Bruno, il s'invente un nouveau personnage, l'agent secret Grimsby. Déclaration d'amour à un artiste total qui fait toutes les interviews dans la peau du héros qu'il incarne. Nous reprendrons notre sérieux afin de comprendre comment les séries décryptent les enjeux géopolitiques du monde. D'ailleurs, à ce sujet, la femme est-elle l'avenir de l'homme? En tout cas, dans Ciné Série et compagnie, elle a 1000 visages, à la fois douce, fragile, volontaire et toujours inspirée. Regardez, après la gare du Nord, Claire Simon, la réalisatrice, nous invite dans un nouveau lieu, le Bois de Vincennes, mais cette fois-ci à travers un documentaire, leçon de mise en scène au grand air. De l'humoriste belge Nawel Madani, on connaît la tchatche et l'énergie, mais cette fois-ci, c'est à travers ses préférences cinéma et séries qu'elle se dévoile. Tout de suite, on commence avec une actrice qui a enfin envie d'assumer sa vulnérabilité, Diane Kruger. Certaines actrices ont des airs de bons petits soldats et Diane Kruger est de celle-ci. Elle qui prête sa beauté diaphane à des productions internationales et offre une image de perfection apparente sur papier glacé. Mais certains cinéastes ont su la regarder autrement. Bonjour. Comme Fabienne Berthaud qui lui offre des rôles pleins de délicatesse et de fragilité. C'est le cas encore une fois de l'héroïne esselée de Sky, un très beau road movie initiatique où Diane Kruger semble au plus près d'elle-même. Do you have rooms available for one night? Smoking or not? Where do you come from? Paris. Wow. That's exciting. You can stay here as long as you want, right? Alors le bon petit soldat est-il enfin prêt à fendre l'armure? Diane, en regardant Sky, je me suis rendu compte que le cinéma offrait assez rarement des rôles d'héroïnes dans des road movies. Souvent, alors, il y a le duo de Thelma et Louise, où souvent c'est des couples, mais c'est rarement des héroïnes solitaires. Alors est-ce que vous, c'est l'idée du road movie qui vous a attiré ou l'idée de la solitude? Un petit peu les deux. C'est-à-dire que Fabienne et moi, on a parlé de l'idée de faire une histoire d'amour aux États-Unis avec quelqu'un qui voyage dans le pays. Parce que c'est vrai que les films de Fabienne sont souvent intimistes. Et je pense que c'était un petit peu naturel aussi, au bout de 2 films, de vouloir agrandir, d'avoir des grands espaces, de faire un film un peu plus solaire. Ouais. Et c'est sûr que les États-Unis, avec cet espace qu'on n'a plus en Europe, les grands espaces comme ça, moi j'ai fait plein de fois ce voyage de l'Est à l'Ouest, en voiture, seule, des fois avec mon chat derrière, mais c'est assez unique. Moi, ça me touche. Même les gens qu'on croise dans les petits villages, c'est des créatures qu'on n'a pas du tout de connaître. C'est un pays qui me fascine pour ça. I don't know where I'm going, but I know I'm gonna get there. I want to be free. So fucking done with love. Il y a énormément de scènes où vous êtes seul, sans partenaire. Les acteurs, en général, disent toujours qu'ils se reposent sur l'autre. Donc comment on joue quand on est seul? En fait, c'est ça, les films de Fabienne, je joue pas. En fait, on partait ensemble. On était une toute petite équipe, donc moi, j'ai conduisais avec Fabienne. Comme elle tourne tout le temps, des fois, elle chope quand même des choses de ma vie où je joue pas. C'est d'ailleurs pour moi des fois troublant de me voir dans ces films parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des moments où je vois que je me marre vraiment, ou je sais pas, je prends vraiment du plaisir, ou j'ai du mal. Je sais que les gens qui me connaissent bien, des fois, ça les dérange. À ce point-là? Parce qu'en plus, c'est mes fringues, souvent. Donc, il y a un mélange, on ne sait pas trop ce qui est moi, ce qui est le personnage. La solitude, c'est quelque chose qu'on peut rechercher quand on est comédienne, alors qu'on est entouré tout le temps? Moi, je le recherche beaucoup. Je suis très solitaire, d'ailleurs. Je passe beaucoup de temps seule. C'est quelque chose qui est très important pour moi, parce qu'on est beaucoup entouré, mais aussi, il faut avoir une réflexion sur soi-même. Je pense qu'il faut observer beaucoup, faire des expériences qu'on ne fait pas dans un hôtel de luxe. Hein. Il y a des scènes qui, moi, j'imagine, ont dû être assez compliquées à tourner, où vous êtes dans les rues de Las Vegas, habillé en bunny. Excuse me. Yes.
Do you know where the bathroom is? Yes, if you go down straight, make a right, and up the escalators, and it'll be on your right-hand side. Finalement être un bunny school à Las Vegas, vous n'êtes pas la plus folle. Hein. On ne vous regarde pas vraiment de travers. Oui, vous faites partie du paysage. On fait un peu partie du paysage. Non, c'était compliqué pour des raisons de Norman Reedus, qui joue donc le personnage de Diego, parce qu'il est hyper connu aux États-Unis. À cause de The Walking Dead, ouais. À cause de The Walking Dead. Et donc, c'était une galère pour tourner, parce qu'il y a des milliers de personnes qui se déplaçaient pour le voir. You wanna get a drink? Sure. Why not? Room 5330. 150, will that work? What? 200. I know I look like one right now, but I'm not a prostitute. C'est des partenaires qui ont des univers très forts que vous avez dans le film. Je ne vais pas tous les citer, mais que ce soit Norman Reedus, qui effectivement vient de The Walking Dead, ou Lena Dunham, qui a créé Girls et qui est une femme assez extraordinaire, qui a une grande personnalité. Quel souvenir vous gardez de ces rencontres? Parce que j'imagine que sur un tournage comme ça doit... Ouais, ça fait peut-être des rencontres plus fortes que sur quelque chose de très cadré, quoi. Complètement, parce que on n'est pas nombreux, on est ensemble tout le temps, ça se tourne pas dans le luxe. On n'avait pas de caravane, et sur papier, ils n'ont rien à foutre de tourner un film d'auteur français. Donc ils sont venus parce qu'ils ont accroché à l'histoire et que Lena, c'est une amie. Ça s'est fait, c'est vraiment des rencontres qui se sont faites tout naturellement. Ils ont accepté le jeu et ils étaient très généreuses. I cannot believe you found work around here. Do you know everybody's looking, no one can find anything, and you just roll in? And I thought you were just a tourist passing through. What are we gonna have now, a French sister-in-law? Because that'd be funny. That'd be a funny thing. You gotta clean that dumb shit out of your conversation, Billy, because it sure is bugging us around here. Okay, Joe, then you make conversation. C'est le troisième film que vous tournez avec Fabienne Berthaud et vous me disiez qu'elle a cette habileté à capter des choses de vous. Vous avez besoin de quoi pour accorder comme ça votre confiance à un réalisateur? Parce que je me dis qu'il doit y avoir chez certains quelque chose qui fait que vous avez envie de vous lâcher ou de prendre plus de risques. C'est peut-être moi aussi, avec l'âge, qui est un peu... Voilà, un regard sur moi-même qui est un peu moins sérieuse, j'en sais rien. Mais c'est vrai, la comédie, même par exemple pour Un plan parfait, je ne suis pas sûre que j'aurais pu jouer cette légèreté il y a 5 ans, enfin, il y a 7 ans maintenant. Mais je n'ai plus peur d'avoir peur. C'est-à-dire... En fait, je me sens beaucoup plus vulnérable qu'il y a 10 ans quand j'ai débuté, mais je recherche ça et j'ai pas peur d'y être. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai plus envie de cacher des choses puisque voilà. Donc, par contre, j'ai de plus en plus de mal de regarder mes films parce que j'ai l'impression que je dévoile trop. Des fois, on me voit trop. C'est très intellectuel, hein, mais après, j'y vais, quoi. Oui, vous acceptez de laisser aller les choses, quoi. Ouais. Est-ce que 40 ans, c'est un âge particulier pour une comédienne? Je pense que j'ai un recul qui était très nécessaire pour moi dans la vie. C'est-à-dire que le cinéma n'est pas tout pour moi. C'est tout pour moi. J'adore mon métier, mais je veux dire, je privilège quand même aussi ma vie privée. Ça, j'ai mis très longtemps. Est-ce que le cinéma apporte des réponses à certaines questions? Non, peut-être pas des réponses, mais plus d'humilité, peut-être. Parce qu'à travers des personnages qui ont des failles, qui traversent des moments difficiles ou des fois qui sont très drôles, je pense que j'ai plutôt pris du recul et je sais pas, humainement, je me sens plus proche des gens. C'en est fini de la Diane Kruger solitaire. Ouais, peut-être. Diane Kruger, une solitaire qui se soigne, en quête d'aventure humaine, et ça lui va bien. Cher Nobby, je vous ai démasqué. Derrière votre coupe de Beatles, je sais qui vous êtes. Love you all. Love all the Londoners and enjoy the film. Avant le slip et le soupul bedonnant, vous m'avez fait le coup du politicien anglais, celui du faux journaliste, de l'homo fan de mode, du barbu tyrannique. Vous êtes Sacha Baron Cohen, l'humoriste britannique qui ne fait pas rire tout le monde. 3, 2, 1.
Who the hell are you? Your brother! Took me 28 years. And I finally found you! Oh my God. I hope this isn't a bad time. Avec cette satire sociologico-scato plus qu'incorrecte, vous poussez le bouchon plus loin que jamais. Vous incarnez Nobby, un benet orphelin séparé tout jeune de son frère et qui le retrouve 30 ans plus tard, riche et espion, tandis que votre personnage cumule les stéréotypes, vivant à Grimsby, au nord de l'Angleterre, aimant le foot et la bière et profitant des allocations pour élever ses 9 enfants. Congratulations, by the way. When are you due? I'm not pregnant. I'm just fat. Alors c'est vrai, vous ne faites pas rire tout le monde, mais moi, j'ai bien ricané. Et il faut que je me trouve des excuses parce que franchement, c'est super trash. La première bonne idée, qui est aussi l'ingrédient essentiel d'une comédie réussie, c'est l'opposition entre votre personnage et celui de Mark Strong, le trublion versus l'acteur sérieux, et franchement, ça cartonne. It's wonderful. I mean, that's the point about his comedy, is it does push the envelope. Kill these idiots. That pellet was filled with toxin. I'll be dead if you don't suck it out. Absolutely not. You know, you get to a point where you think, oh my God, you're not doing that. Oh God, there. Oh my God, and then it just keeps going. You know. Go help your brother save the world. Good God. Just his anarchic comedy. You know, he's a kind of modern day kind of anarchist clown. His job is to press those buttons and see how far it can go before comedy moves into something else. We'll take it. Un autre antagonisme réussi, c'est le mélange des genres, la comédie dans le film d'action. Car si vous n'êtes pas le premier à parodier James Bond, vous êtes assez malin pour vous faire aider par le réalisateur rompu à l'exercice, le français que l'Amérique s'arrache, Louis Leterrier. Action! Action! It's action-packed, absolutely. It's comedy because it's Sasha. So how do we balance it? You don't balance it, you sort of control it with Sasha. You set the stakes, you sort of like create the room and then, you know, let him go wild in it. Just about that Bond thing, I don't understand why they still make so many action movies, like Mission Impossible. Why are they still making those? We get the idea. Tom Cruise is not gay. He can stop. Tom, stop making those movies. We believe you. We know you're straight. You don't have to shoot people and kiss girls to prove that you're not, you know, Gaylord. Mais la dualité qui fait des merveilles, c'est celle qui vous est propre. Vous qui n'accordez presque jamais d'interview en tant que vous-même, préférant laisser votre personnage du moment répondre à votre place. Très rusé pour protéger votre vie privée et bonne excuse pour dire n'importe quoi en interview. In terms of films, I'm a fan of the classics, you know, Womb Raider 2, Men in Black Women, and Star Womb, The Next Penetration, that kind of thing. I also watched a bit of The Revenant, you know, with, what's his name? I don't want to spoil it, but the sex scene with the bear in it is almost unwankable. Goodbye, Nobby. Au fond, je pense que vous êtes le digne héritier de la comédie grecque antique. Don't worry, I won't leave you! Avec ses chants phalliques et ses allusions à des personnages publics. Comme le disait le porte-parole d'HBO, à l'époque où votre série passait sur sa chaîne, à travers vos alter-ego, vous délivrez une satire qui met en valeur l'ignorance et les préjugés de chacun d'entre nous. Que vous laissiez vos spectateurs consternés ou hilares, une chose est sûre, derrière vos farces, il y a une solide étude sociologique qui vaut la peine d'être vécue en salle. Like Sharon Stallone in Basic Instincts. À bon entendeur, salut! Allez, c'est parti cette semaine dans l'extra interview. On se la joue plutôt pas de velours avec notre invité Nawel Madani. Oh, ne vous laissez pas abuser par sa beauté féline, cette panthère est redoutable. Vous n'avez pas ouvert la bouche que déjà elle vous a mis en pièces avec cette répartie qui dit toute la férocité du prédateur à jouer avec sa proie. Et d'ailleurs, les gens, ils te disent, t'es ton entourage, ils disent, mais arrête d'être comme ça. Tu te fais du mal, tu lui fais du mal. Faut que t'apprennes à changer, c'est pour toi que je dis ça. Mais j'étais pas comme ça avant. C'est lui, il m'a rendu comme ça. Je me reconnais plus. Le seul moyen d'en sortir vivant Eh ben, amenez-la sur le terrain du cinéma et vous verrez, elle se fait plus chatte. Bonjour Nawel. Bonjour. On va essayer de vous découvrir à travers vos goûts de cinéma. Et ma première question, c'est dans votre travail, dans vos spectacles, comme dans vos chorégraphies, est-ce que le cinéma
a pu insuffler un peu de sa magie dans vos inspirations? Bien sûr. Déjà juste Fred Astaire. Déjà à l'époque, avec ses chorégraphies, on a été inspirés. On a eu Michael Jackson, mais au cinéma, on a eu des très grands danseurs qui se sont mis à faire des films, ou Sammy Davis Jr., et ainsi de suite. Pour moi, il y a une continuité, et surtout l'image. En fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est que dans tous ces films, il y a des plans séquences. Et pour ceux qui savent filmer la danse, ils ne découpent pas. Il faudrait en parler d'ailleurs au cinéma français où ils adorent découper les chorégraphies et on ne comprend plus rien à la création. Et les Américains, ils utilisent chaque fois des gros plans séquences et là on découvre la création dans son entièreté. Et c'est vrai que j'ai été inspirée par tous ces acteurs qui étaient anciens danseurs. Que ce soit dans le hip-hop ou dans l'humour, vous avez été souvent la seule femme parmi les hommes, ce qui a peut-être renforcé votre côté garçon manqué que vous revendiquez, c'est pas moi qui le dis. Oui, c'est vrai. Alors je vais vous proposer un petit jeu d'imagination. Vous allez fermer les yeux. 4 femmes se sont travesties en hommes pour la cause d'un film. De quelle de ces héroïnes vous êtes la plus proche par rapport à la cause qu'elle défend? Barbara Streisand dans Yentl, elle se déguise en homme pour apprendre le Talmud. Gwyneth Paltrow, qui se déguise en homme dans Shakespeare in Love pour jouer dans une pièce de Shakespeare. Valérie Lemercier, dans Le Derrière, pour retrouver son père qui est homosexuel. Ou Mulan, le personnage d'animation qui se transforme en homme pour sauver l'honneur de son père. Waouh! Les 4 sont des parcours extraordinaires. Oh, quelle question! J'aime bien la dernière, mais je ne l'ai pas vue. Mulan? C'est magnifique. Juste le pitch. Sauver l'honneur de son père. Ah oui. Parce que vous êtes très proche de votre père, vous le revendiquez. Votre père était taxi de nuit, votre mère infirmière de nuit. Alors justement, la nuit, vous étiez sage, vous alliez dormir, ou au contraire, vous vous leviez pour aller voir des films à la télé ou des séries à la télé? Oui, il faut savoir que mon père avait son meilleur ami avait une vidéothèque. Donc j'ai passé mes nuits à regarder des films. On ne dormait pas, nous. Hein. Il savait qu'on ne dormait pas, alors au lieu de faire des bêtises, il nous laissait des films. Donc c'était des films de guerre, de flics, un flic, tu vois, de flics à Miami, des trucs que 2 petites nanas ne peuvent pas regarder, quoi, tu vois. Et donc j'ai une culture cinématographique de ces années-là qui est assez large, ouais. Avec Mel Gibson, qui à l'époque cartonnait tout, dans L'Arme Fatale. J'ai tout regardé, tous les films, les body movies ou cops movies, je les ai tous faits avec mon papa. Mais alors la nuit, c'est propice à quel univers? Aux super-héros, aux films romantiques, aux films d'horreur? Non, je ne peux pas regarder tes films d'horreur, j'étais traumatisée. Par quel film? Je sais pas, tu as connu La Maison du Diable ou pas? Bien sûr. Non, je peux pas. Donc depuis, en plus il y avait une musique de film qui me reste en tête. Hein, je peux pas. Donc on a regardé avec mes sœurs. On avait peur après de descendre à la cave et tout. C'est vraiment un film qui m'a traumatisée. Et aujourd'hui, à cause des films d'horreur, quand je rentre chez moi, j'allume vraiment toutes les lumières de la maison, même celles de la hotte, tu vois, pour te dire à quel point j'ai été traumatisée. Non, je peux pas regarder des films d'horreur. Par contre, aujourd'hui, j'aime bien regarder des films romantiques, genre Notebook, PS I Love You, tous ces trucs-là, bien à l'eau de rose. Quand on vous voit sur scène, on se rend compte que être sur scène, c'est être comédienne. Et dans votre parcours, vous avez croisé beaucoup de personnes, dont une qui s'appelle Damien Akoka. Oui, qui est coach d'acteur. Comment on apprend à devenir comédienne et qu'est-ce que c'est qu'une bonne comédienne? Moi, j'ai suivi pas mal de cours, j'ai fait pas mal d'écoles. Studio Pygmalion, Pascal Luneau, j'ai fait Suzanne Batson à New York. Et on devient une bonne comédienne quand on commence à se faire confiance. Et la confiance, ça se gagne en travaillant. L'école a été un lieu de rejet pour vous. Suite à un accident dans votre enfance, vous avez été brûlé. Il y a une partie de votre visage qui a été brûlée. Et souvent, vous rentriez de l'école en pleurs. Est-ce qu'il vous arrive encore, aujourd'hui, de pleurer au cinéma où vous êtes immunisé? Ah non, bien sûr, et heureusement, sinon... J'ai vu dernièrement le film avec Benicio del Toro, l'histoire d'un puits... A Perfect Day, voilà. les histoires d'humanitaires. Humanitaire, avec un puits en pleine guerre, région Balkan. Et c'est extraordinaire comment les choses elles sont amenées et comment ils ont ficelé tout un scénario autour d'un puits.
et d'un cadavre dans un puits et comment ils vont sauver cette eau qui risque d'être infectée. Excuse me, sir. According to my nose, the wall is not functional. There is a body rotting inside. You cannot touch dead bodies. Ils ont traité de la guerre, mais de manière subtile, sans forcément prendre les armes et tout. Ils l'ont traité d'un angle qui est celui de l'absurdité. Exactement. C'est l'absurdité de la guerre et comment l'humanitaire... Comment trouver une corde. Voilà. Et comment l'humanitaire peut faire son travail dans l'absurdité de la guerre. Exactement. Et j'ai été touchée par ce film et j'en ai pleuré. Nawel, pour finir ce moment, je voudrais vous faire un cadeau. Un cadeau qui concerne votre père, mais peut-être pas le vrai. D'accord. Regardez. Well, I'm just trying to make a point, and that is that it's the suppression of the word that gives it the power, the violence, the viciousness. Dig, if President Kennedy would just go on television and say, I'd like to introduce you to all the niggers in my cabinet, and if he'd just say nigger, 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 every nigger he saw, boogie, 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 nigger, 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 till nigger didn't mean anything anymore, then you'd never be able to make some 6-year-old black kid cry because somebody called him a nigger in school. Vous avez reconnu? Oui, il est mis. Quand je dis c'est votre père, parce que c'est le père du stand-up. C'est vraiment l'humoriste le plus célèbre et le plus controversé des USA dans les années 60. Eh ben, je vais vous offrir ça. Non. Si, ça vient de sortir. Merci. Un film, waouh! Achetez-le un peu. Non, je suis très contente. Voilà. Voilà, Lénie. Merci. Je suis très contente. Parce que ce film m'a aidé à écrire le mien. Donc c'est un symbole, c'est bizarre. Je suis très contente. J'adore. Merci. C'est un beau cadeau. Pas étonnant que vous aimiez la férocité brillante de Lenny Bruce. Mais retrouverons-nous ce sens de la provocation dans votre premier long métrage? La réponse est attendue sur les écrans en octobre 2016. Dans quelques instants, vous allez prendre l'air grâce au screen parfait et à la réalisatrice Claire Simon. Celle-ci ne se lasse pas de nous faire entrer dans l'intimité de certains lieux, le planning familial dans les bureaux de Dieu ou la gare du Nord dans le film du même nom. Cette fois-ci, c'est par le biais d'un documentaire, Le bois dont les rêves sont faits, qu'elle cherche à percer les secrets du bois de Vincennes. Rencontre pour une leçon de mise en scène au plus près de la nature, mais surtout de l'humain. Avant cela, Madame et Série s'interroge sur la façon dont le petit écran décrypte les enjeux politiques du monde moderne. La semaine dernière, nous tendions les fils qui relient le président américain Barack Obama et les séries. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Dominique Moïsi, politologue et géopoliticien, qui nous explique comment les séries nous éclairent sur l'actualité et la géopolitique contemporaine. Les séries deviennent un genre différent, d'une qualité supérieure, plus noble, un peu au tournant de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, au moment où le monde change profondément sous l'impact du 11 septembre 2001. Et donc, les séries vont refléter l'évolution du monde, son caractère tragique. La violence des séries va répondre à la violence du monde, et il va y avoir cette interpénétration entre la réalité et la fiction. Nothing has made the world more dangerous in the last 15 years than the foreign policy of the United States. All that suffering and nothing changes. Somebody betrayed us. You think? J'ai d'abord regardé les séries comme un objet d'étude, même avec beaucoup de distance dans le cas de Game of Thrones. Je ne connais pas le monde de la fantasy, je n'ai pas lu Tolkien, je n'avais pas lu George R.R. Martin. Je n'étais pas à l'aise, ce n'était pas ma génération, ce n'était pas mon univers. Et au début, j'ai dit non, je ne vais pas y arriver. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais drogué. Game of Thrones, une série que Dominique Moïsi rapproche de Downton Abbey comme deux fictions aussi différentes que complémentaires. Ce sont deux séries de genres extraordinairement différents. Mais le point de départ de ma réflexion, ça a été un commentaire de Sir Julian Fellowes, l'auteur de Downton Abbey. On lui demandait, mais comment expliquez-vous le succès mondial de votre série? Et il répondait, au fond, aujourd'hui, dans le monde chaotique qui est le nôtre, dans le monde anxiogène qui est le nôtre,
il y a une nostalgie de l'ordre. Et Downton Abbey traduit cette nostalgie de l'ordre. Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. Alors j'ai repris les deux séries ensemble, et d'un côté, vous avez une réflexion qui mêle Hobbes, le Léviathan, et Machiavel, le prince, Game of Thrones, et de l'autre, vous avez vraiment une réflexion à la Tocqueville sur le passage d'un ordre à un autre. Downton Abbey, c'est un monde qui s'effondre, accéléré bien entendu par la Première Guerre mondiale. Et la première scène de Downton Abbey, c'est le naufrage du Titanic, qui est extraordinairement symbolique. Le bateau s'enfonce dans les eaux glacées de l'océan, et le système que décrit Downton Abbey va disparaître avec les vagues démocratiques qui vont monter à l'assaut du château. What a tragedy. When Anna told me, I thought she must have dreamt it. Do we know anyone on board? Your mother knows the Astors, at least she knows him. We dined with Lady Rothes last month. There are bound to be others. I thought it was supposed to be unsinkable. Every mountain is unclimbable until someone climbs it, so every ship is unsinkable until it sinks. Pour le géopoliticien, les séries d'aujourd'hui sont le reflet de notre époque, et notre acceptation de certains personnages pourtant cruels prouve notre mise en condition. Cette déformation du public, est-ce qu'elle n'est pas tout simplement la traduction de l'évolution du rapport à la politique? On le voit dans les études de sciences politiques, on le voit dans le rapport des Américains aux politiques et aux politiciens, on le voit dans la chute de confiance dans toutes les institutions américaines. Au moment du début de West Wing, la confiance dans les institutions américaines est très supérieure à ce qu'elle est au moment où l'on entre dans le monde de House of Cards et du couple infernal Underwood. That's right. We don't submit to terror. We make the terror. Aujourd'hui, à l'heure de Donald Trump, Underwood paraît encore plus crédible. Trump est l'héritier direct, non pas de Barack Obama, mais de Frank Underwood. À l'époque, c'est-à-dire au début des années 2000, je ne crois pas qu'on aurait pu, dans le climat américain, envisager une série comme House of Cards. One heartbeat away from the presidency, not a single vote cast in my name. Democracy is so overrated. Si l'Amérique observe le monde dans ses séries, elle n'est pas la seule. Sortie l'an dernier, la série d'anticipation Occupied, écrite par John Esbo, imagine l'invasion de la Norvège par la Russie. Cette série norvégienne est un petit chef-d'œuvre de pédagogie géopolitique, au point que l'ambassadeur de Russie à Oslo a exprimé le mécontentement profond du pouvoir russe à l'égard de cette série, qui ne donne pas une vision très flatteuse de la Russie de Poutine, mais qui donne une vision détestable aussi de l'Union européenne, qui abandonne cette petite Norvège, des États-Unis, qui ne veulent plus avoir affaire avec les affaires de l'Europe. L'ambassadeur des États-Unis en Norvège, à un moment, dit « Mais vous savez, nous sommes trop occupés au Moyen-Orient et en Asie, vous êtes seuls. » Il y a une sorte de rapport à l'actualité qui est d'autant plus extraordinaire que, en fait, la fiction précède la réalité. Do we have a deal, Mr. Berg? Rendre l'histoire contemporaine de notre monde plus lisible, une mission accomplie par les séries et par l'ouvrage limpide et passionnant de Dominique Moisy. Partir à la rencontre de Claire Simon, c'est sortir d'emblée des sentiers balisés. Réalisatrice de fiction, mais aussi de documentaire, il y a chez cette femme quelque chose qu'on retrouve dans le cinéma d'Agnès Varda et de Chantal Akerman, le même goût du partage, un cinéma de la générosité.
La rumeur de la ville s'éloigne. On y croit. On y est. C'est une illusion vraie. Le paradis retrouvé, qui sait. Cette fois, elle plante sa caméra dans le bois de Vincennes, lieu de rêverie, promenoir pour les fantômes, poumon pour citadins et refuge contre la dérive d'un monde virtuel. Que peut-on espérer ici plus qu'ailleurs? Claire Simon donne à sa mise en scène l'image et le mouvement d'une liberté trop rare, un régal. Claire Simon, je suis l'homme de la pluie. Vous êtes la femme du beau temps parce qu'il fait beau sous nos parapluies, on n'a qu'à se dire ça. Justement, comment vous avez travaillé avec ces conditions climatiques? Est-ce qu'elles rythment votre récit? Ce qui amène forcément une autre question. Combien de temps vous avez tourné, Claire Simon? J'ai tourné tout au long d'une année et bien sûr, ce qui m'intéressait, c'était grâce à ça de pouvoir filmer la nuit, le jour, quand il fait beau, quand il fait pas beau, etc. C'est ça qui me plaisait. Ma fille, elle kiffe que je vis dans le bois. C'est vrai? Elle trouve ça génial. Mais elle a une mentalité comme ça aussi. Ma mère, dès qu'elle va pouvoir, elle va monter un week-end avec elle. Elle a quel âge? Elle a 12 ans. Chacun invente un bois. Invente le bois de ses rêveries. Se promener dans la nature, c'est quand même quelque chose qui est censé nous appartenir à tous, quoi. Et surtout les gens qui viennent de loin, de plein d'endroits de la France, qui viennent travailler à Paris ou qui viennent d'autres pays, etc. Ils ont l'impression ici qu'ils font un petit raccord avec leur nature d'origine, avec leur pays d'origine. J'emmenais tout le monde à faire découvrir ce bois comme si c'est mon coin à moi, alors que non, le seul coin à moi, c'était au Cambodge, mais j'ai un repère par rapport à la forêt. Finalement, dans les documentaires, les gens parlent peu de leurs rêves, de leurs désirs, de ce qu'ils ont envie de faire. Donc voilà. En fait, vous filmez ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'entend pas. Cette parole, on ne l'entend pas. Non. On est tellement dans un monde médiatique où les ondes négatives se propagent qu'on n'entend pas le rêve des gens, la fantaisie des gens. Oui. Donc c'est ça votre démarche, là, c'est de filmer des choses... Dans ce film-là, oui. C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est de se dire que chacun, que la parole de gens que je rencontre ici est une parole de gens qui maîtrisent ce qu'ils viennent faire ici. Ce sont des gens libres qui choisissent d'être là. C'est un petit acte de liberté. C'est un plan d'eau difficile à pêcher, mais... Pourquoi? Les poissons sont très combatifs. Ah bon? Et c'est ce qui est intéressant. C'est des poissons vraiment sauvages. Et hier soir, vous étiez deux? Oui. J'ai un ami qui est venu passer la nuit avec moi. C'est sympa aussi d'être à deux. Ouais. On discute. Et vous avez mangé dans la tente, là? Oui. Ouais. On a mangé McDo. C'est l'avantage de pêcher à Paris. Votre intention au départ, elle commence avec un stylo et un papier pour faire ce film, ou vous partez comme ça à l'assaut du bois de Vincennes avec déjà une caméra? Non, c'est très difficile de faire des documentaires parce qu'on doit toujours dire ce qu'on ne sait pas qu'on va faire. Mais disons que, bien sûr, j'écris un projet, mais le film commence quand j'arrive avec une caméra. Parce que tout ce qu'on peut repérer en avance, etc., n'est jamais ce qu'on rencontre en réalité. Donc j'ai considéré ce lieu, comme d'autres lieux où je fais des films, comme un pays inconnu, comme si, voilà, je me dis, alors ce pays, lui, c'est un habitant de ce pays, il y en a d'autres, et j'aimerais savoir quel est ce pays où il vit, quoi. Ici, c'est ta chambre numéro 2. Voilà, chambre numéro 2. Chambre numéro 1. C'est là. Bah ouais. Après, tu sais, on va un peu partout, hein, tu vois. Mais tu t'installes par terre ou tu mets... Non, c'est debout. Tout debout. Ouais, c'est tout debout. En levrette. Tu peux pas faire allonger. Il y en a du monde. Hein, mais... Qu'est-ce qui est essentiel dans votre mise en scène? Même si je filme quelqu'un qui me parle, il faut que ça soit une scène. C'est-à-dire?
Je voulais que chaque personne parle à partir de son expérience du bois. C'était important que chaque endroit où je filmais quelqu'un, on comprenne le rapport de cette personne à ce lieu. 2. Un jour, on a rencontré ce monsieur qui fait du sport avec de l'haltérophilie avec des troncs. Mais la première chose qu'on a vue, c'est qu'il balayait le sentier. Je suis bien. Puis bon, c'est... Parce que là, c'est mon univers, mon petit univers, mon petit paradis. C'est ici que je suis en communication avec tout ce qui est sain. Vous êtes attentif quand vous repérez cette dramaturgie à l'organisation du cadre, à savoir c'est moi comment. Qui cadre. Ça vous donne l'assurance de quoi, de cadrer? C'est moi le chef, hein. Ouais. Quand on est une fille, c'est important. Très bien. C'est moi le premier spectateur, c'est moi qui quand on cadre, on est dans le noir, au fond de l'œilleton. Mais votre deuxième œil n'est pas ouvert pour regarder justement comment se déroule cette dramaturgie et ce qu'il y a hors champ que vous pourriez ramener. Mais il faut déjà bien dessiner ce qui est dans le champ. D'accord. Oui. Est-ce que vous diriez que vos cadres de documentaire se rapprochent aussi de vos cadres de fiction ou ils sont totalement différents? Non, ce qui change là précisément dans le film sur le bois, c'est que les gens me parlent, donc ils regardent la caméra, autour de la caméra, ce qui n'arrive pas en fiction, quoi. Il y a un espèce d'être invisible qui parle, qui est celle qui tient la caméra et qui est moi. Cette cabane, ça fait longtemps que je l'ai repérée. Aujourd'hui, enfin, je rencontre Philippe. Oui, c'est vrai, j'aime ma solitude. Même que parfois, elle est douloureuse. Ouais. C'est vrai. Parfois, ces derniers temps, oui, elle est douloureuse. On voit les choses noires et on n'a personne à qui parler. Ces derniers temps, je dors. C'est ce que je fais, c'est dormir. Je dors 2-3 jours d'affilée. Là, ça fait 2 jours que je dormais. Cheminer avec une caméra, c'est penser, oui, ça c'est sûr. Et que chaque jour et chaque tournage est un moment de plus où on avance et au début on n'ose pas toujours s'approcher suffisamment. Puis peu à peu on comprend de mieux en mieux quel est le film qui est en train de se dessiner. Claire Simon va finir face à ce spectacle d'ailleurs de la nature autour d'une question rituelle qui est « Pourquoi filmez-vous » Je sais pas, pour vivre, pour découvrir ce que je ne découvre pas sans caméra, peut-être. C'est comme ça que j'ai un rapport avec le monde. Ciné-série et compagnie, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez envie d'ouvrir davantage votre regard sur le monde, rendez-vous ici à Paris au 104 pour une nouvelle édition de Circulation, le festival de la jeune photographie européenne, parrainé par Agnès B cette année, qui se trouve être une grande collectionneuse. Et puis un dernier petit conseil cinéma pour la route, ne manquez pas, pour sa mise en scène sensorielle et poétique, le nouveau film de Jean-Marc Vallée, Demolition, avec Jack Gyllenhaal dans le rôle d'un homme qui vit le deuil de sa femme de façon très étrange. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle traversée des écrans. Salut!